Il a quitté sa famille pour réussir. Mais 8 ans plus tard, quand il a vu ce qu'était devenu le petit garçon qu'il avait laissé derrière lui, tout a changé. Avant de commencer, sache que cette vidéo est actuellement été diffusée dans différents fuseaux horaires. Dis-nous quelle saison tu vis là où tu es et prends une seconde pour t'abonner à la chaîne. Commençons l'histoire. Le petit lion. Le silence dans l'appartement était assourdissant, seulement rompu par les sanglots étouffés de Léo, 5 mois, dans son berceau, et la respiration fatiguée de Julien dans la chambre. Claire Laurent se tenait immobile dans le couloir sombre, le cœur battant à tout rompre, serrant la poignée de sa valise de doigts tremblants. À 27 ans, Claire avait toujours cru qu'elle était destinée à quelque chose de mieux que ce petit appartement de 2 pièces avec son papier peint qui se décollait et l'odeur constante de la cuisine des voisins. Perdue dans ses pensées, elle fixait la photo de fiançailles posée sur la table du couloir. Elle et Julien riaient au Navy Pier, si jeunes et pleins d'espoir. Cette femme lui semblait désormais étrangère. Les pleurs de Léo s'intensifiaient et Claire sentait sa poitrine se serrer. Elle devait aller le chercher. Elle devait le prendre dans ses bras, le réconforter, être la mère que tout le monde attendait d'elle. Au lieu de ça, ses pieds restaient cloués au sol, sur la moquette usée. Les pleurs la transperçaient comme des accusations qu'elle ne supportait pas d'entendre. Julien remua dans la chambre et Claire retint son souffle. Il avait fait des doubles quarts de travail sur le chantier, rentrant à la maison couvert de poussière et épuisé, essayant de subvenir aux besoins de leur petite famille. C'était un bonhomme, trop bon pour elle. Elle s'était convaincue qu'il méritait quelqu'un qui pourrait aimer cette vie, qui pourrait trouver de la joie dans les nuits blanches et les responsabilités sans fin. L'appel téléphonique de Corporate Solutions, Inc., à Paris, était arrivé 3 jours auparavant. Le poste de cadre qu'elle avait refusé pendant sa grossesse lui était à nouveau proposé avec un salaire encore plus élevé et la promesse d'une promotion rapide. « Nous avons besoin de quelqu'un avec votre ambition, Claire, » avait dit la voix. Quelqu'un qui n'a pas peur de donner la priorité à sa carrière. La carrière avant tout. Ces mots résonnaient dans son esprit alors qu'elle se dirigeait sur la pointe des pieds vers la table de la cuisine et posait la lettre qu'elle avait réécrite une 12aine de fois. Son écriture lui semblait étrangère à présent. « Julien, je ne suis pas prête à être maman. Je pensais pouvoir y arriver, mais je ne peux pas. Toi et Léo méritez mieux que quelqu'un qui se sent piégé. J'ai besoin de me retrouver avant de perdre celle que je suis censée être. Ne me cherche pas, s'il te plaît. » Claire, ces mots lui semblaient vides, insuffisants, mais c'était tout ce qu'elle pouvait dire. Comment pourrait-elle expliquer la panique suffocante qui l'envahissait chaque matin? Comment pourrait-elle décrire le sentiment de voir ses rêves s'envoler à chaque changement de couche, à chaque nuit blanche? Elle jeta un dernier regard vers la chambre de Léo. Ses pleurs s'étaient transformés en gémissements doux, comme s'il sentait d'une manière ou d'une autre ce qui se passait. La main de Claire se posa sur sa poitrine, où une douleur s'était installée de façon permanente depuis sa naissance, non pas à cause de l'amour, mais à cause de son absence terrifiante. Elle s'était attendue à ce que son instinct maternel se réveille, à ce qu'un amour immense la transforme en la mère qu'elle était censée être. Au lieu de ça, elle se sentait comme une actrice jouant un rôle pour lequel elle n'avait jamais auditionné. Le taxi klaxonna doucement dehors. Claire prit sa valise et se dirigea vers la porte. Chaque pas lui donnait l'impression de marcher dans des sables mouvants. Sur le seuil, elle se retourna une dernière fois. Ce petit appartement avait abrité toute sa vie d'adulte, son mariage, sa grossesse, sa tentative de vie domestique. Maintenant, il lui semblait être une belle cage. Elle avait enfin trouvé la clé pour s'échapper. L'air frais d'octobre lui frappa le visage
Lorsqu'elle sortit, la silhouette de Lyon s'étendait devant elle, les lumières de la ville scintillant comme des promesses qu'elle ne pourrait jamais tenir. Dans 6 heures, elle serait à Paris pour recommencer sa vie et devenir la femme qu'elle croyait être destinée à être. Alors que l'avion décollait de l'aéroport O'Hare, Claire pressa son visage contre le petit hublot et regarda Lyon rapetisser sous ses yeux. Les lumières devinrent de plus en plus petites jusqu'à n'être plus que de minuscules points, puis elles disparurent complètement dans l'obscurité. Elle était libre, libre de ses pleurs, libre de ses responsabilités, libérée de cette vie qui la faisait se sentir comme si elle étouffait, lentement. Ce qu'elle ne savait pas, alors qu'elle s'envolait vers sa nouvelle vie, à 30 000 pieds au-dessus du sol, c'est que elle venait de faire la plus grosse erreur de sa vie. Et dans l'appartement qu'elle avait laissé derrière elle, Julien était sur le point de se réveiller et de découvrir que son monde était complètement brisé. 5 ans avaient transformé Claire Laurent en quelqu'un qu'elle reconnaissait à peine. À 32 ans, elle se tenait dans son bureau d'angle, au 42e étage d'un gratte-ciel parisien, regardant la ville s'étendre sous ses yeux comme un territoire conquis. La femme qui vivait autrefois dans un petit appart à Lyon dirigeait maintenant un penthouse avec vue sur Central Park et avait un pouvoir qui faisait trembler les hommes pendant les réunions du conseil d'administration. Madame Laurent, les clients de Tokyo sont en ligne, 3, son assistante, annonça Thomas à travers l'interphone d'une voix soigneusement neutre. Tout le monde chez Hartwell & Associates avait appris à lire l'humeur de Claire comme on lit le temps. Et aujourd'hui, on sentait qu'une tempête se préparait. La réputation de Claire dans le monde de l'entreprise était légendaire et terrifiante à mesure égale. Il l'appelait la Yossi, la reine de glace dans son dos, un titre qu'elle avait gagné au cours de 5 années de journées de travail de 16 heures, de négociations impitoyables et d'une capacité étonnante à repérer les faiblesses de toute proposition commerciale. Elle avait conclu des contrats d'une valeur de plusieurs centaines de millions, démoli ses concurrents avec une précision chirurgicale et construit une fortune qui la plaçait parmi l'élite parisienne. « Dis à Tokyo que je les rappellerai dans 10 minutes, répondit-elle sans se détourner de la fenêtre, et annule mon dîner avec le groupe Henderson. Reporte-le à la semaine prochaine. Son reflet dans la vitre montrait une femme vêtue d'un tailleur, Armani parfaitement ajusté, ses cheveux coiffés en un élégant chinon qui coûtait plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Tout en elle criait le succès de sa montre Cartier en diamants à son bureau d'angle plus grand que beaucoup d'appartements. Elle avait tout ce dont elle avait rêvé pendant ces mois étouffants à Lyon. Alors pourquoi se sentait-elle si vide? La pensée s'insinua dans son esprit avant qu'elle puisse l'arrêter, et Claire serra les mâchoires. Elle s'était entraînée à ne pas penser au passé, à ne se souvenir de rien avant Paris. Cette vie appartenait à quelqu'un d'autre, une femme faible et confuse qui ne comprenait pas son propre potentiel. Claire Laurent, vice-présidente du développement de l'entreprise, n'avait aucun passé avant ce bureau, ce succès, ce pouvoir. Mais à 3 heures du matin, lorsque les somnifères ne faisaient plus effet et que la ville en contrebas s'était enfin calmée, elle l'entendait encore, un bébé qui pleurait sans arrêt. Elle se réveillait le cœur battant à tout rompre, son pyjama en soie trempé de sueur, cherchant quelque chose qui n'était pas là. Ce bruit hantait son appartement terrasse comme un fantôme dont elle ne pouvait se débarrasser. Madame Laurent, la voix de Thomas, interrompit ses pensées. Le contrat Yamamoto est prêt pour que vous le relisiez et votre voiture sera là dans 20 minutes pour le gala de charité. Encore un gala, encore une soirée de réseautage et de bavardage
avec les puissants de Paris. Claire allait sourire parfaitement, charmer les clients potentiels et rentrer seule dans son appartement immaculé où tout était exactement comme elle l'avait laissé. Pas de jouets éparpillés sur les tapis coûteux, pas de photos de famille encombrant son décor minimaliste. Aucune preuve que Claire Laurent avait jamais été autre chose que ce qu'elle était maintenant. Elle attrapa sa mallette et aperçut le petit cadre argenté sur son bureau. Une photo d'elle-même recevant le prix de la cadre de l'année le mois dernier. Elle souriait sur la photo, tenant le trophée en cristal entouré de collègues qui l'applaudissaient. Mais en la regardant maintenant, elle se rendit compte qu'elle ne se souvenait pas avoir été heureuse à ce moment-là. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois où elle s'était sentie vraiment heureuse. La montée en ascenseur jusqu'au parking était silencieuse. Comme toujours, Claire avait appris que le succès était un parcours solitaire et elle avait choisi délibérément cette isolation. L'absence d'attache signifiait l'absence de distraction, l'absence de complications émotionnelles susceptibles de faire dérailler sa vie soigneusement construite. Pas d'attache, pas de distraction, pas de complications émotionnelles susceptibles de faire dérailler la vie qu'elle s'était soigneusement construite. Mais alors que son chauffeur s'engageait dans la circulation du soir, en direction d'une nouvelle soirée champagne et conversation stratégique, Claire se surprit à regarder une affiche publicitaire pour des vitamines pour enfants. Un bambin rieur lui souriait, et pendant un instant, elle se demanda à quoi pourrait ressembler aujourd'hui un petit garçon de 5 ans. Cette pensée la frappa comme un coup physique, et elle se précipita sur son téléphone pour faire défiler les emails qui nécessitaient une attention immédiate. Le travail était son salut, son échappatoire à des pensées qui n'avaient pas leur place dans son monde, parfaitement ordonné. Ce que Claire ne savait pas, c'est qu'à 800 mètres de là, à Lyon, ce même petit garçon de 5 ans posait à son père une question qui allait hanter les rêves de Julien papa. Pourquoi je n'ai pas une maman comme les autres enfants? 3 ans plus tard, la salle de réunion était silencieuse lorsque Claire Laurent signa le contrat qui allait faire d'elle la plus jeune vice-présidente exécutive de l'histoire de Hartwell & Associates. À 35 ans, elle venait de conclure la plus grande fusion internationale de l'existence de l'entreprise, 90 ans d'existence. Un accord d'une valeur de 2,8 milliards de dollars qui allait bouleverser l'ensemble du secteur des télécommunications. « Félicitations, Claire », dit le président Hartwell, les mains ridées tremblant légèrement, tandis qu'il versait le champagne. « Cela mérite d'être fêté. Le salon des associés, ce soir à 20h, toute l'équipe de direction sera là. » Claire acquiesça avec le professionnalisme cool qui était devenu sa marque de fabrique. Le succès lui semblait différent maintenant de ce qu'elle avait imaginé dans ses premières années. Elle ressentait certes de la satisfaction, mais celle-ci s'accompagnait d'un vide qu'elle ne parvenait pas vraiment à définir. Les victoires successives s'étaient confondues en une ascension sans fin vers un sommet qui semblait s'éloigner à chaque nouvelle réussite. La fête était exactement comme elle l'avait imaginé. Champagne hors de prix, poignées de mains de félicitations et la danse familière de la politique d'entreprise. Claire se frayait un chemin à travers la foule avec une aisance acquise par l'habitude, acceptant les compliments avec des sourires gracieux tout en repassant mentalement le programme de la journée suivante. Le bureau de Francfort avait besoin de son avis sur l'expansion européenne et l'équipe de Pékin attendait sa décision concernant les contrats de fabrication. « Claire, tu dois absolument voir ça, Linda Morrison, la responsable des ressources humaines, l'a attrapée par le bras avec un enthousiasme inhabituel. Linda était d'habitude très professionnelle, mais ce soir-là, elle rayonnait de fierté maternelle.
Mon fils vient d'être sélectionné dans l'équipe de foot de l'université. Regarde cette photo. N'est-il pas beau ?» Linda a tendu son téléphone à Claire, lui montrant une photo d'un adolescent de 15 ans tout maigre, en tenue de foot. Il avait des taches d'herbe sur les genoux et son sourire rayonnait de joie. Le gamin avait les yeux de Linda et le sourire en coin de son mari, et il était clairement le centre de leur univers. Quelque chose de tranchant et d'inattendu transperça la poitrine de Claire. La sensation fut si soudaine et intense qu'elle fit un pas en arrière, manquant de renverser son champagne. Pendant un instant, elle ne put respirer. Le garçon sur la photo ne pouvait pas être plus différent du petit garçon de 5 ans qu'elle avait laissé derrière elle. Mais il y avait quelque chose dans le bonheur pur qui se lisait sur son visage. La façon dont la voix de Linda s'adoucit lorsqu'elle parlait de lui envoya une vague de quelque chose que Claire ne pouvait identifier. « Il est très beau », parvint à dire Claire, sa voix semblant étrangement lointaine, même à ses propres oreilles. « Vous devez être fier. »« Oh, je le suis. » Linda rayonnait. « Il est tout pour moi. Je sais que ça a l'air cliché, mais tout ce que je fais, c'est pour lui. Même ce boulot. Je veux qu'il voie que le travail acharné paie, qu'on peut construire quelque chose qui a du sens. » Elle fit une pause, observant le visage de Claire. « Avez-vous des enfants, Claire ?» « Je ne crois pas vous l'avoir jamais demandé. » La question resta en suspens, comme un défi. Claire sentit les murs du luxueux salon se refermer sur elle, les conversations de ses collègues s'estompant pour ne plus former qu'un bruit de fond. Pendant 8 ans, elle avait perfectionné l'art de la diversion, de détourner les conversations de tout sujet personnel. Mais ce soir, avec la question innocente de Linda et le visage joyeux de ce garçon gravé dans sa mémoire, les mots sortirent plus durs et plus froids qu'elle ne l'aurait voulu. « Ma carrière et ma famille, » dit Claire, sa voix tranchant l'air comme de la glace. « C'est tout ce dont j'ai besoin. » Le visage de Linda s'assombrit légèrement, reconnaissant le rejet pour ce qu'il était. « Bien sûr, » dit-elle doucement. « Encore une fois, félicitations pour ta promotion. » Claire se sentit se raidir et se redresser, mais elle se retint de se redresser complètement. « Je t'en suis reconnaissante, » dit-elle, essayant de se forcer à sourire. « J'espère que tu n'as pas l'intention de me remplacer. »« Bien sûr que non, » dit Linda. Avec un « bien sûr », dit-elle doucement. « Eh bien, encore félicitations pour ta promotion. » Alors que Linda se fondait dans la foule, Claire se retrouva seule près des baies vitrées, donnant sur la ville. 8 étages plus bas, elle pouvait voir des familles rentrer chez elle, après le dîner, des couples se tenant la main, des parents poussant des poussettes. Le verre lui renvoyait son image, élégante, brillante, complètement isolée. Le lendemain matin, Claire se jeta dans le travail, avec une intensité qui impressionna même ses collègues les plus dévoués. Elle resta au bureau jusqu'à minuit, relisant des contrats qui n'avaient pas besoin d'être relus, passant des coups de fil aux bureaux internationaux où c'était déjà le matin, tout pour occuper son esprit. Quand elle est enfin rentrée dans son appartement terrasse, elle s'est tenue dans son salon immaculé et a réalisé qu'elle n'avait personne à appeler, personne avec qui partager son triomphe. Le silence était assourdissant. Claire s'est servi un verre de vin et s'est tenue à la fenêtre, regardant une ville de 8 millions d'habitants et se sentant complètement seule. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'à ce moment précis, à 800 mètres de là, un père bordait son fils de 8 ans dans son lit et l'écoutait lire son livre préféré, le même fils qu'elle s'était convaincue d'avoir oublié, qui grandissait brillant et gentil, malgré son absence. 5 ans s'étaient écoulés depuis la promotion de Claire au poste de vice-présidente exécutive. Et maintenant, à 40 ans, elle se tenait derrière le podium de la grande salle de bal du Waldorf Astoria,
face à 800 des femmes les plus puissantes du monde des affaires. La bannière derrière elle disait « Laurent Consultancy International, redéfinir le succès » en lettres majuscules qui imposaient le respect. Mesdames, le succès ne consiste pas seulement à briser le plafond de verre. La voix de Claire résonnait dans la salle, avec l'autorité de quelqu'un qui avait conquis toutes les montagnes qu'elle avait tenté d'escalader. Il s'agit de les briser si complètement que les femmes derrière vous ne sauront même pas qu'elles ont existé. Les applaudissements étaient tonitruants. Claire Laurent était devenue exactement ce qu'elle avait imaginé pendant ses nuits désespérées à Lyon, 13 ans auparavant, PDG de sa propre société internationale de conseil, en couverture des magazines Fortune, Forbes et Time, comme la femme qui a redéfini le monde de l'entreprise américain. Son entreprise avait des bureaux dans 12 pays et générait un chiffre d'affaires supérieur à celui de certains petits pays. Mais alors que les applaudissements s'éteignaient et que Claire souriait, son sourire habituel, elle sentit une vague d'anxiété familière. Hier soir, comme tous les soirs depuis 2 ans, elle avait pris 2 somnifères, juste pour dormir 4 heures d'affilée. Le flacon caché dans le tiroir de son bureau était son secret le mieux gardé, la seule chose qui séparait son image publique de l'insomnie qui rongeait lentement ses nuits. Claire continua de cliquer pour passer à la diapositive suivante. Parlons de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, tout en conservant un avantage concurrentiel sur les marchés mondiaux. L'ironie ne lui échappait pas. Claire Laurent donnait une conférence sur l'équilibre tout en survivant grâce à des somnifères et à sa seule volonté. Son appartement-terrasse était devenu un monument à sa réussite. Des récompenses tapissaient les murs, des photos avec des leaders mondiaux, des œuvres d'art originales valant plus que la plupart des maisons. Mais elle ne se souvenait pas de la dernière fois où elle s'était sentie vraiment reposée. Une jeune femme, au premier rang, leva la main avec enthousiasme. Elle ne devait pas avoir plus de 28 ans. Avec ses yeux brillants et cette ambition que Claire reconnaissait en elle-même quand elle était plus jeune. « Madame Laurent, vous êtes une source d'inspiration pour nous toutes », commença la femme, sa voix résonnant dans la salle de bal silencieuse. « Mais je dois vous demander comment vous parvenez à concilier la construction d'un empire et votre vie de famille. Est-il possible d'être mère et d'atteindre le niveau de réussite que vous avez atteint ?» La question frappa Claire comme un coup physique. La salle de bal, remplie de 800 femmes, lui parut soudain plus petite que son ancien appartement lyonnais. Les arguments qu'elle avait soigneusement préparés s'évaporèrent de son esprit, et pendant plusieurs battements de cœur, qui lui semblèrent durer des heures, elle resta simplement là, figée. Le silence s'étira, inconfortable. Claire pouvait sentir tous les regards de la salle fixés sur elle, attendant la sagesse qui l'avait rendue célèbre, les idées qui avaient bâti sa réputation. Mais tout ce à quoi elle pouvait penser, c'était à un garçon de 13 ans qu'elle n'avait jamais rencontré, qui était probablement plus grand qu'elle maintenant, qui avait peut-être ses yeux ou le menton obstiné de Julien. C'est... La voix de Claire se brisa légèrement et elle chercha son verre d'eau d'une main qui tremblait presque imperceptiblement. C'est une question très personnelle. Une autre pause. Le public s'agita sur ses sièges, sentant quelque chose de différent chez leur conférencière habituellement imperturbable. « Je crois », continua enfin Claire, sa formation aux médias prenant le relais pour la sauver. « Ce succès exige des sacrifices, et parfois, nous devons faire des choix difficiles quant à ce que nous sommes prêts à sacrifier pour atteindre nos objectifs. Le chemin n'est pas le même pour tout le monde. » C'était une non-réponse, et tout le monde dans la salle le savait. Mais Claire a terminé le reste de sa présentation
avec une élégance professionnelle, même si son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine comme un oiseau en quai. Ce soir-là, de retour dans son appartement-terrasse, Claire se tenait devant le miroir de sa salle de bain et versait 3 comprimés dans sa paume au lieu des 2 habituels. Son reflet la regardait, réussie, puissante, complètement seule. La femme dans le miroir avait tout ce qu'elle avait toujours voulu. Alors pourquoi avait-elle l'impression de disparaître lentement, alors qu'elle sombrait dans un sommeil provoqué par les médicaments? La dernière pensée consciente de Claire était un calcul qu'elle s'était entraînée à ne jamais faire. Son fils aurait 13 ans maintenant, probablement au collège, et apprendrait bientôt à conduire. Elle repoussa cette pensée, mais il était trop tard. Pour la première fois depuis des années, Claire Laurent s'endormit en pensant à la famille qu'elle avait abandonnée et se réveilla à 3 heures du matin, les larmes coulant sur son visage, sans se souvenir pourquoi elle pleurait. À 43 ans, Claire Laurent possédait tout ce qu'une personne pouvait désirer. Pourtant, elle ne s'était jamais sentie aussi vide. Son dîner d'anniversaire se résuma à des sushis, à emporter qu'elle mangea seule dans son penthouse, les lumières de Paris scintillant en contrebas comme des étoiles lointaines qu'elle ne pourrait jamais atteindre. La table à manger en acajou qui pouvait accueillir 12 personnes n'était occupée que par son ordinateur portable, un verre de vin et les documents juridiques relatifs à sa dernière acquisition, une chaîne d'hôtels-boutiques à travers l'Europe. Laurent Consultancy International venait d'être évaluée à 1,2 milliard de dollars, faisant d'elle l'une des plus jeunes femmes milliardaires de l'histoire des États-Unis. Mais elle apprenait que le succès était une prison solitaire qu'elle s'était elle-même construite. Claire se dirigea vers les baies vitrées et appuya sa paume contre la vitre froide. 43 étages plus bas, elle pouvait voir des familles sortir des restaurants, des couples se tenir la main, des adolescents rire avec leurs amis. La vie était partout, sauf dans sa tour immaculée. Le vin rendait ses calculs dangereusement honnêtes ce soir-là. 16 ans, c'était le temps qu'elle avait passé depuis qu'elle avait quitté cet appartement exigu de Lyon. Si Léo avait 5 mois, il aurait 16 ans. Aujourd'hui, 16 ans et 5 mois, pour être exact. Cette pensée la frappa comme un coup de poing. Son fils, parce qu'il était toujours son fils, n'est-ce pas? Il apprendrait à conduire. Peut-être qu'il ferait du sport comme elle au lycée. Peut-être qu'il serait bon en maths, ou qu'il aimerait la musique, ou qu'il aurait son côté têtu qui lui causerait des ennuis. Claire se servit un autre verre de vin, les mains légèrement tremblantes. Elle avait bâti un empire en ne regardant jamais en arrière, en ne remettant jamais en question les choix qui l'avaient menée là où elle était. Claire se servit un autre verre de vin, les mains légèrement tremblantes. Elle avait bâti un empire sans jamais regarder en arrière, sans jamais remettre en question les choix qui l'avaient amenée là où elle était. Mais ce soir-là, entourée des monuments de sa réussite, elle ne pouvait échapper au calcul de l'abandon. Son téléphone vibrait sous les messages de félicitations de ses associés et de ses connaissances qui s'étaient souvenus de son anniversaire, uniquement parce que leurs assistants avaient programmé des rappels. Pas une seule personne dans ses contacts ne la regretterait si elle disparaissait demain, réalisa-t-elle. Pas une seule personne ne connaissait vraiment Claire Laurent. Il ne connaissait que sa réputation, sa fortune, ses réalisations. Elle ouvrit son ordinateur portable et commença à examiner les opportunités d'acquisition. Son équipe avait identifié plusieurs marchés prometteurs pour l'expansion, mais un endroit continuait d'attirer son attention, Lyon. Le Midwest était en pleine renaissance économique, d'après ce qu'ils avaient dit. Il y avait de super opportunités pour se développer. Claire a laissé son doigt sur le dossier Lyon. Elle s'est dit que c'était juste du boulot.
Les chiffres étaient bons. L'étude de marché était convaincante. Ça n'avait rien à voir avec le fait que quelque part dans cette ville, un garçon de 16 ans menait une vie dont elle n'avait jamais fait partie. Rien du tout. Alors que minuit approchait, marquant la fin de son 43e anniversaire, Claire Laurent a pris une décision qui allait tout changer. Elle a pris son téléphone et a appelé son responsable des acquisitions. « Thomas, je sais qu'il est tard, mais je veux que tu accélères l'expansion à Lyon. Commence à chercher des bureaux immédiatement. » Elle a raccroché avant qu'il puisse poser des questions, avant qu'elle puisse changer d'avis, avant qu'elle puisse admettre à elle-même ce qu'elle était vraiment en train de faire. Dehors, la ville ne dormait jamais, mais pour la première fois depuis des années, Claire Laurent s'endormit sans médicaments, rêvant d'un garçon qu'elle n'avait jamais vraiment connu. 8 ans plus tôt, Julien Mercier se réveilla au son des pleurs de Léo à 6h17. Le même cri, perçant qui était devenu la bande-son de sa vie depuis 5 mois. Mais quelque chose semblait différent ce matin-là. L'appartement était trop calme. Il manquait les bruits doux de Claire, qui s'affairait dans la cuisine, ou le murmure apaisant qu'elle adressait habituellement à Léo lorsqu'il s'agitait. « Becca !» appela Julien d'une voix épuisée. Il avait travaillé 14 heures la veille, coulant du béton dans le froid glacial d'octobre, et son corps était douloureux à des endroits dont il ignorait l'existence. Silence. Julien sortit du lit en titubant, ses bottes de travail encore couvertes de ciment séché de la veille. Le couloir lui semblait plus long que d'habitude, alors qu'il se dirigeait vers la chambre de Léo, passant devant la cuisine, où aucun café n'était en train de couler, aucun petit déjeuner ne l'attendait. Claire parlait plus fort cette fois-ci, avec les premiers signes d'inquiétude. Les pleurs de Léo devenaient plus désespérés, et Julien accéléra le pas. Le visage du bébé était rouge et baigné de larmes, ses petits poings frappant l'air comme s'il combattait des démons invisibles. Les mains de Julien tremblaient lorsqu'il souleva son fils du berceau. Il n'était toujours pas tout à fait à l'aise avec les gestes de la paternité, craignant toujours que ses mains calleuses de travailleur du bâtiment soient trop rugueuses pour quelque chose d'aussi délicat. « Où est maman, mon grand ?» murmura Julien, en berçant maladroitement Léo. « Où est-elle allée ?» C'est alors qu'il aperçut l'enveloppe sur la table de la cuisine, son nom écrit de l'écriture soignée de Claire. Le papier blanc semblait briller sur le bois sombre, comme une pierre tombale au clair de lune. Le monde de Julien s'est mis à tourner alors qu'il lisait la lettre 1 fois, 2 fois, 3 fois. À chaque lecture, les mots devenaient plus réels et plus impossibles à la fois. « Je ne suis pas prête à être mère. J'ai besoin de me retrouver. Ne me cherche pas, s'il te plaît. » Le papier tomba sur le sol lorsque les jambes de Julien se dérobèrent. Il se retrouva assis sur le linoléum de la cuisine, tenant toujours Léo dans ses bras, fixant la lettre comme si elle pouvait changer s'il la regardait assez longtemps. « Elle est partie », murmura-t-il à Léo, qui avait cessé de pleurer et regardait son père avec ses yeux sombres et sérieux, qui rapprochaient tellement Julien de Claire que cela lui faisait physiquement mal. « Elle est vraiment partie ». La panique s'empara de lui comme une vague montante. Julien n'avait jamais été seul avec Léo plus de quelques heures. Claire s'occupait des repas, des couches, de l'art mystérieux de faire cesser les pleurs de leur fils. Julien était le parent de secours, celui qui tenait Léo pendant que Claire prenait une douche ou faisait une sieste. Maintenant, il était tout. Léo se remit à pleurer, et la panique de Julien s'intensifia. Quand le bébé avait-il mangé pour la dernière fois? Combien de lait en poudre devait-il lui donner? Avait-il faim? Était-il mouillé ou malade? Les questions se bousculaient dans la tête de Julien comme des vagues, chacune plus forte que la précédente. Il appela le portable de Claire 17 fois au cours de la première heure. À chaque fois, l'appel était directement transféré vers la messagerie vocale,
où la voix enjouée de Claire, enregistrée, se moquait cruellement de sa nouvelle réalité. Il appela sa sœur en Californie, ses parents en Floride, et même sa colocataire de fac, dont il trouva le numéro dans un vieux carnet d'adresses. Personne n'avait de nouvelles d'elle. Personne ne savait où elle était partie. À midi, Julien était en pleine crise. Léo n'avait pas arrêté de pleurer pendant plus de 10 minutes d'affilée, et Julien avait utilisé ce qui semblait être tout leur stock de couches. Le lait en poudre qu'il avait préparé semblait bizarre, trop épais ou trop liquide. Il n'arrivait pas à dire lequel des deux. « S'il te plaît, Léo », supplia Julien, faisant les 100 pas dans leur petit salon, avec son fils au visage rouge. « Dis-moi ce dont tu as besoin. » Il appela la police, mais on lui expliqua que Claire n'était pas portée disparue. C'était une adulte qui était partie de son plein gré. « Ça arrive plus souvent que tu ne le penses », dit l'agent, avec une indifférence bien rodée. En général, ils reviennent quand ils reprennent conscience de la réalité. Mais Julien savait qu'elle ne reviendrait pas. Il avait vu quelque chose dans les yeux de Claire ces derniers mois, une distance qui grandissait chaque jour. Elle avait disparu bien avant de partir réellement, alors que le soir tomba et que Julien affrontait sa première nuit en tant que père célibataire. Il serra Léo contre sa poitrine et fit une promesse qui allait définir le reste de leur vie. « Il n'y a plus que nous maintenant, mon grand », murmura-t-il, la voix brisée. « Mais je te jure devant Dieu que je vais m'en sortir. Je serai là pour nous deux. » Dehors, la ville de Lyon scintillait de 1000 feux, pleine de promesses. Mais à l'intérieur, Julien Mercier était sur le point de découvrir jusqu'où une personne pouvait aller par amour. La dépression frappa Julien de plein fouet, comme un coup de massue sur la poitrine. Pendant les 3 mois qui ont suivi la disparition de Claire, il était complètement perdu. Certains jours, il n'arrivait pas à sortir du lit, jusqu'à ce que les cris de Léo deviennent tellement désespérés que la culpabilité le forçait à se lever. Son boulot dans la construction, qu'il avait depuis 6 ans, était fichu. Il avait manqué trop de jours de travail, s'était présenté trop souvent, avec les yeux rouges et les mains trêmes. Il avait perdu le boulot de chantier qu'il avait depuis 6 ans. Il avait manqué trop de jours, s'était présenté trop souvent, avec les yeux rouges et les mains tremblantes. L'appart était devenu un vrai champ de bataille. Des bouteilles sales traînaient partout. Les boîtes de place à emporter moisissaient sur le comptoir, et Julien portait les mêmes fringues pendant des jours. Il nourrissait Léo quand le bébé pleurait, le changeait quand l'odeur devenait insupportable. Mais au-delà de la simple survie, Julien était en train de se noyer. « Bon sang, Mickey !» Sa sœur Sophie a poussé un cri lorsqu'elle est arrivée à l'improviste un mardi matin en utilisant sa clé de secours. Elle a trouvé Julien assis sur le canapé dans les mêmes vêtements depuis 3 jours, le regard perdu dans le vide, tandis que Léo pleurait dans sa chaise haute. Que t'est-ce qui t'est arrivé? Sophie, infirmière à Milwaukee et mère de 2 enfants, a jeté un coup d'œil à la situation et a emménagé temporairement chez eux. Elle a nourri Léo correctement, a nettoyé l'appartement et a forcé Julien à prendre une douche et à manger de vrais repas. Mais elle ne pouvait pas rester éternellement. « Tu as besoin d'aide, Mickey », lui a-t-elle dit, après 2 semaines passées à regarder son petit frère tenir à peine le coup. Une aide professionnelle. Ce bébé a besoin de son père, pas de cette coquille vide que tu es devenu. Le cabinet de la thérapeute ressemblait à un confessionnal. Le docteur Patricia Wells, une femme aux soyeux bienveillant et à la patience infinie, écouta Julien déballer 3 mois de chagrin, de rage et de terreur accumulée. « Je ne sais pas comment faire », sanglotait pendant leur 3e séance. « Je ne sais pas comment être à la hauteur pour lui. Et si je le gâche? Et s'il grandit en me détestant parce que je n'ai pas été capable de lui donner une famille normale ?» « Julien, dit doucement le Dr. Wells,
L'amour n'est pas une question de perfection. C'est être présente chaque jour, même quand tu ne sais pas ce que tu fais. Surtout dans ces moments-là. Quelque chose a changé à ce moment-là. Le brouillard, qui obscurcissait l'esprit de Julien depuis des mois, a commencé à se dissiper. Il a commencé à voir Léo non plus comme un fardeau qu'il ne pouvait pas porter, mais comme la raison pour laquelle il devait devenir plus fort qu'il n'aurait jamais cru possible. Julien s'est mis à apprendre tout ce que Claire faisait paraître si facile. Il a lu des livres sur l'éducation des enfants, regardé des vidéos YouTube sur la bonne alimentation, mémorisé l'emploi du temps de Léo à la minute près. Il a appris à reconnaître les différents types de pleurs, faim, fatigue, inconfort, peur, et comment les apaiser. Lentement, méthodiquement, Julien Mercier a commencé à se transformer d'un homme brisé en le père que Léo méritait. Le jour du premier anniversaire de Léo, exactement 6 mois après le départ de Claire, Julien était assis par terre dans le salon, regardant son fils faire ses premiers pas, et entre le canapé et la table basse. L'appartement était propre, les factures étaient payées et, pour la première fois depuis des mois, Julien ressentait quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. « Il n'y a que toi et moi, mon pote », murmura-t-il en rattrapant Léo qui tomba dans ses bras. « Mais tout va bien se passer, tout ira mieux que bien. » Ce que Julien ignorait, c'est que leur plus grande épreuve était encore à venir et qu'elle le pousserait bien, au-delà de ce qu'il pensait pouvoir survivre. La fièvre de Léo grimpa à 40 degrés. Un mardi matin de mars, 18 mois, après la disparition de Claire, Julien changeait la couche de son fils quand il remarqua une chaleur inhabituelle émanant du petit corps de l'enfant et d'étranges ecchymoses violettes qui parsemaient ses jambes comme des taches d'encre éparpillées. « C'est probablement juste un virus », avait dit initialement le médecin des urgences de l'hôpital général de Lyon. Mais quelque chose dans son regard suggérait le contraire. 3 analyses de sang et 6 heures plus tard, le docteur Sarah Dupont était assise en face de Julien dans une salle de consultation stérile, l'air grave. « Monsieur Mercier, Léo souffre d'une maladie appelée anémie plastique. » A-t-elle commencé prudemment. « C'est une maladie sanguine rare, où la moelle osseuse ne produit pas assez de cellules sanguines. Sans traitement, c'est potentiellement mortel. » Ces mots frappèrent Julien comme un coup de massue. Il avait appris à gérer les crises, les nuits blanches et les défis quotidiens de la monoparentalité. Mais cela dépassait tout ce à quoi il était préparé. Quel type de traitement? La voix de Julien lui semblait lointaine. Il aura besoin d'un traitement immunosuppresseur, éventuellement d'une greffe de moelle osseuse et d'une surveillance intensive pendant au moins 2 ans. Les médicaments seuls coûteront environ 8 000 $ par mois, et cela avec une assurance couvrant 60% des frais. Julien a immédiatement fait le calcul. Son travail dans le bâtiment, qu'il avait réussi à retrouver après 6 mois de thérapie et de sobriété, lui rapportait à peine de quoi couvrir leurs dépenses de base. 8 000 $ auraient tout aussi bien pu être 8 millions. « Combien de temps nous reste-t-il » demanda Julien. « Nous devons commencer le traitement dans la semaine. » Cette nuit-là, après que Léo se fut enfin endormi, relié à des moniteurs qui émettaient des bips inquiétants dans le service pédiatrique, Julien s'assit dans le couloir de l'hôpital et passait une série d'appels téléphoniques qui allaient redéfinir sa conception de l'épuisement. Le vendredi, il avait trouvé 3 emplois, des travaux de construction de 6h à 14h, agent de sécurité dans un immeuble de bureaux du centre-ville de 22h à 6h et le week-end dans l'entreprise de paysagisme de ses voisins. Le calcul était brutal, mais simple. Il allait bosser 90 heures par semaine
pour garder son fils en vie. « Tu ne peux pas tenir ce rythme », lui avait dit Sophie quand elle était venue de Milwaukee pour l'aider pendant la première semaine de traitement de Léo. « Tu vas te tuer. » Julien avait regardé sa sœur avec des yeux déjà rougis par le manque de sommeil. « Alors je mourrai en essayant », avait-il répondu simplement. « Mais je ne le laisserai pas mourir parce que je n'ai pas été assez fort. » Julien a regardé sa sœur avec les yeux déjà rougis par le manque de sommeil. « Alors je mourrai en essayant », a-t-il simplement répondu. « Mais je ne le laisserai pas mourir parce que je n'ai pas été assez fort. » Cette routine est devenue la nouvelle réalité de Julien. 4 heures de sommeil, s'il avait de la chance. 3, si la circulation était mauvaise entre son chantier et son boulot de gardien de sécurité. Le café devint un aliment de base et Julien apprit à se raser dans son camion pendant sa pause déjeuner. Ses mains se mirent à trembler en permanence à cause de la caféine et de l'épuisement, mais elles ne tremblaient jamais quand il tenait Léo dans ses bras. Les factures médicales arrivaient comme des ouragans tous les mois. Julien a vendu son camion et a acheté une Honda de 15 ans. Il a annulé le câble, Internet et son forfait de téléphone portable, passant à un téléphone prépayé qui fonctionnait à peine. Chaque centime qui n'était pas consacré au loyer, aux factures ou à la nourriture servait à payer les traitements de Léo. « Papa fatigué ?» demandait Sauce Léo pendant les quelques heures où Julien était à la maison, ses petites mains touchant les cernes sous les yeux de son père. « Juste un peu, mon grand », mentait Julien, rassemblant l'énergie qu'il n'avait pas pour lui. Lire des histoires ou construire des tours avec des blocs, mais pas trop fatigué pour toi, jamais trop fatigué pour toi. Les médecins étaient imprudemment optimistes. Léo réagissait au traitement. Son taux sanguin s'améliorait lentement. Mais Julien se détériorait aussi visiblement que son fils guérissait. Il avait perdu 20 livres, développé des ulcères d'estomac dus au stress, et ses mains avaient commencé à trembler même lorsqu'il n'était pas sous caféine. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Chaque matin, quand il regardait Léo, pâle mais souriant, faible mais combattant, Julien trouvait la force d'affronter une nouvelle journée d'horaire impossible et de responsabilité écrasante. 3 mois après le début du traitement, Julien était assis dans son camion pendant une pause de 10 minutes entre 2 missions, fixant une photo de Léo collée sur son tableau de bord. Son fils riait sur la photo, essayant d'attraper les bulles de savon que Julien avait soufflées pendant un rare après-midi de congé. « Il en coûtera ce qu'il en coûtera », murmura Julien à la photo. « Il en coûtera ce qu'il en coûtera, nous vaincrons cette chose. » Ce qu'il ne savait pas, c'est que le pire était encore à venir. Le réveil est devenu l'ennemi de Julien, sonnant à 5h30 tous les matins, après seulement 3 heures de sommeil. Pendant 12 mois difficiles, cette routine a défini leur existence. Sur le chantier, à 6h, à l'hôpital, à 14h30, pour les traitements de Léo, au poste de sécurité, à 22h, puis à la maison à l'aube pour recommencer. Le corps de Julien a commencé à le lâcher de façon visible. Il avait perdu 10 kilos. Ses chemises de travail pendaient sur son corps, amaigri. Les ulcères le brûlaient sans arrêt, le forçant à se nourrir de biscuits salés et d'antiacides. Ses mains tremblaient tout le temps, ce qui rendait difficile de tenir une tasse de café et de faire des exercices de concentration. Mais Léo était incroyable. Malgré les piqûres, les prises de sang et les traitements qui auraient brisé la plupart des adultes, le petit garçon de 18 mois affrontait chaque visite à l'hôpital avec un courage remarquable. Lors des procédures particulièrement douloureuses, il cherchait la main de Julien et la serrait avec une force surprenante, comme s'il réconfortait son père plutôt que l'inverse. « Papa, ne pleure pas »,
dit Léo un après-midi, où Julien finit par succomber à l'épuisement pendant une séance de chimiothérapie. Le petit garçon, relié à des perfusions et à des moniteurs, tapote le visage de son père avec ses petites mains douces. « Je ne pleure pas, mon grand, » ment Julien, en essuyant rapidement ses yeux. « Je suis juste fatigué. Moi aussi, papa. Mais on est fort, hein ?» Le cœur de Julien s'est brisé et reconstruit à ce moment-là. Oui, Léo, on est fort. Le voisinage commença à remarquer quelque chose. Madame Rodriguez, du 3B, a commencé à déposer des plats cuisinés devant leur porte, avec des mots pour le papa courageux et son fils brave. Tom, le gardien de sécurité de Julien, lui glissait des barres énergétiques et de l'argent pour le café. « Pour l'enfant », murmurait-il, gêné par sa propre gentillesse. Au cours du 8e mois, Julien s'effondra sur le chantier. Son chef, Jean Dupont, l'a trouvé inconscient près d'un tas de barres de fer, déshydraté et à bout de force. Au lieu de le virer, Jean a discrètement réorganisé l'emploi du temps de Julien pour lui accorder des pauses déjeuner plus longues et des tâches plus légères. « Tu ne seras d'aucune utilité pour ce garçon si tu meurs, » lui a dit Jean d'un ton bourru. « Ménage-toi. » Mais il n'était pas question de se ménager. Chaque matin, c'était de nouvelles factures médicales, de nouveaux défis, de nouvelles raisons de se battre encore plus. Julien a appris à dormir debout pendant ses rondes de sécurité, à manger en conduisant entre 2 chantiers, à se raser dans les toilettes de l'hôpital, pendant que Léo recevait ses traitements. Le calcul restait le même. La vie de Léo dépendait de la capacité de Julien à se tuer à la tâche. Certaines nuits, en regardant son fils endormi, relié à des machines qui émettaient des bips rassurants, Julien se demandait combien de temps son corps tiendrait encore. Puis, Léo souriait dans son sommeil, ou tendait la main vers Julien au milieu de la nuit. Et Julien trouvait des réserves de force qu'il ne se connaissait pas. Un jour de plus est devenu son mantra. Juste un jour de plus. Mois après mois, traitement après traitement, ils ont vaincu la maladie. Les analyses sanguines de Léo s'amélioraient. Il retrouvait son énergie. Les médecins parlaient prudemment de rémission, d'un avenir où les visites à l'hôpital pourraient devenir des souvenirs plutôt qu'une réalité quotidienne. Mais Julien était à bout de force, et tout le monde le voyait. « Monsieur Mercier, » dit le docteur Dupont, avec un sourire plus large que Julien ne lui avait jamais vu. « Les derniers résultats sanguins de Léo sont tout à fait normaux. Après 12 mois de traitement, je le déclare officiellement en rémission complète. » Julien fixait le docteur, son cerveau privé de sommeil, ayant du mal à assimiler les mots qu'il rêvait d'entendre depuis si longtemps. « Vous voulez dire qu'il est guéri, Julien? Votre fils va s'en sortir. » La chambre d'hôpital stérile semblait basculer alors que 12 mois de peur, d'épuisement et de détermination désespérée s'abattaient sur Julien comme une vague. Il baissa les yeux vers Léo, âgé de 2 ans et demi, qui était en train de colorier un livre de coloriage médical, complètement inconscient de l'importance du moment. « Papa, tu pleures encore ?» demanda Léo, en levant les yeux, avec ses grands yeux sombres, qui avaient vu beaucoup trop de choses pour un enfant de son âge. « Des larmes de joie, mon grand ?» murmura Julien, en prenant son fils dans ses bras, qui tremblaient de soulagement. « Ce sont des larmes de très, très grande joie. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis plus d'1 an, Julien dormit 6 heures d'affilée. Cette nuit-là, pour la première fois depuis plus d'1 an, Julien a dormi 6 heures d'affilée. À son réveil, il a réalisé qu'il n'avait pas besoin de se précipiter à son 2e boulot, qu'il n'avait pas besoin de calculer le coût des médicaments, qu'il n'avait pas besoin de vivre dans la peur constante que le lendemain lui apporte des nouvelles dévastatrices. Son compte en banque affichait 247 $. Son corps était maintenu en état de fonctionnement par sa volonté
et la caféine. Sa camionnette avait 280 000 kilomètres au compteur et sa transmission faisait un bruit qui ressemblait à celui d'un animal mourant. Mais son fils était en vie et en bonne santé, et cela faisait de Julien son corps était tenu par sa volonté et la caféine. Son camion avait 290 000 kilomètres et une transmission qui ressemblait au gémissement d'un animal mourant. Mais son fils était en vie et en bonne santé, et ça faisait de Julien Mercier l'homme le plus riche de Lyon. « Et maintenant, papa ?» demanda Léo le lendemain matin au petit déjeuner. Un vrai petit déjeuner, pas les repas sur le pouce qui les avaient nourris pendant des mois. Julien regarda son fils. Vraiment, Léo avait grandi pendant les traitements, développé un vocabulaire qui impressionnait tout le monde et gardé une joie de vivre qui semblait impossible compte tenu de ce qu'il avait enduré. Ce petit garçon faisait preuve d'une résilience qui rendait Julien humble chaque jour. Maintenant, on va construire quelque chose, mon pote, quelque chose qui nous appartiendra. Grâce à son expérience dans le bâtiment et aux relations qu'il s'était faites pendant cette année désespérée où il faisait 3 fois plus d'heures, Julien lança Mercier Construction avec un prêt de 500 $ accordé par Jean Dupont et un business plan rédigé sur des serviettes en papier pendant les dernières visites de Léo à l'hôpital. La nouvelle s'est vite répandue dans la petite communauté très soudée des entrepreneurs de Lyon à propos de ce père célibataire qui avait travaillé comme un fou pour sauver son fils. Les entrepreneurs qui avaient vu Julien bosser dur pendant sa période la plus difficile ont commencé à le recommander pour de petits boulots. Sa réputation de fiabilité, née de les entrepreneurs qui avaient vu Julien bosser pendant sa période la plus difficile, ont commencé à le recommander pour des petits projets. Sa réputation de fiabilité, qui venait d'une année où l'échec signifiait littéralement la vie ou la mort, est devenue son plus grand atout. En 6 mois, Mercier Construction avait terminé 12 projets résidentiels. L'attention de Julien aux détails, son engagement absolu à respecter les délais et son refus de prendre des raccourcis lui ont valu une réputation que l'argent ne pouvait acheter. Il n'était pas l'entrepreneur le moins cher de Lyon, mais il était de plus en plus connu comme le plus fiable. Mercier est toujours là est devenue la devise officieuse que les clients partageaient à propos de son travail. Léo, maintenant âgé de 3 ans et rayonnant de santé, rendait parfois visite à Julien sur les chantiers le week-end. Le petit garçon qui avait affronté les procédures médicales avec courage charmait désormais les clients et les ouvriers avec sa curiosité vive et son rire facile. « C'est mon papa », annonçait Léo fièrement à tous ceux qui voulaient bien l'écouter. Il construit des maisons et il est très fort. À l'anniversaire de Léo, Mercier Construction employait 6 personnes et avait une liste d'attente de clients. Julien avait acheté un camion fiable, déménagé sa famille dans un meilleur appartement et, pour la première fois depuis le départ de Claire, il avait l'impression d'assurer une stabilité à sa famille plutôt que de simplement survivre. « Regarde tout le chemin qu'on a parcouru, mon grand », a dit Julien un soir, en regardant Léo construire des tours élaborées avec des blocs de bois. Les mêmes mains qui étaient autrefois reliées à des perfusions créent et construisent maintenant avec une joie pure. « On a bien fait, papa », répondit Léo sérieusement, avant d'esquisser un sourire qui aurait pu illuminer n'importe quelle pièce. « On forme une bonne équipe. » Ils formaient en effet une bonne équipe, mais aucun d'eux ne savait que leur passé était sur le point de les rattraper d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. La grande salle de bal du Palmer House, Hilton, bourdonnait de l'activité des élites du monde des affaires de Lyon, tandis que Claire Laurent captait l'attention de tous depuis l'autre bout de la salle. À 43 ans, vêtue d'un tailleur Valentino sur mesure qui coûtait plus cher que le salaire mensuel de la plupart des gens,
Elle se faufilait dans la foule, avec l'aisance d'une personne qui avait conquis toutes les montagnes qu'elle avait jamais escaladées. L'Acquisition nous placera en position idéale pour notre expansion européenne. Claire expliquait à un groupe d'investisseurs potentiels, sa voix empreinte de l'autorité qui lui avait permis de bâtir son empire d'1 milliard de dollars. Laurent Consultancy International est prête à remodeler l'ensemble. Son élan s'interrompit au milieu de sa phrase. De l'autre côté de la salle de bal, près des baies vitrées donnant sur State Street, se tenait un homme qu'elle n'avait pas vu depuis 8 ans. Mais ce n'était pas le travailleur du bâtiment brisé et épuisé qu'elle avait laissé derrière elle. Ce Julien Mercier imposait le respect dans son costume bleu marine bien ajusté, parlant avec assurance à un groupe d'investisseurs, tout en jetant de temps à autre un coup d'œil au garçon à côté de lui. Le garçon Claire eut le souffle coupé. Léo avait maintenant 8 ans. Il était grand pour son âge, avec des cheveux bruns légèrement bouclés aux pointes, tout comme les siens à cet âge-là. Il portait une chemise blanche impeccable et une petite cravate debout près de Julien, avec une aisance qui suggérait que ce n'était pas sa première réunion d'affaires. Il était radieux, en bonne santé et complètement captivant, charmant, les adultes autour de lui, avec ce qui semblait être un charisme naturel. Madame Laurent, l'un des investisseurs, lui parlait, mais Claire n'arrivait pas à comprendre ce qu'il disait. Son monde entier s'était réduit à la vue de la famille qu'elle avait abandonnée. Une famille qui, de toute évidence, n'avait pas seulement survécu sans elle, mais qui avait prospéré. « Excusez-moi », parvint à dire Claire, d'une voix à peine audible. « J'ai besoin d'un moment. » Elle recula vers le bar, les mains tremblantes, et commanda un gin tonic dont elle ne voulait pas. De cet angle, partiellement caché derrière un pilier en marbre, elle pouvait observer sans être vue. C'était comme regarder un film. Elle se retira vers le bar, les mains tremblantes, et commanda un gin tonic dont elle ne voulait pas. De cet angle, partiellement caché derrière un pilier en marbre, elle pouvait observer sans être vue. C'était comme regarder un film sur une vie qu'elle n'avait jamais vécue. Julien discutait de contrats de construction avec ce qui semblait être de grands promoteurs immobiliers. Son langage corporel exprimait le succès, la confiance et le genre de respect qui vient de nombreuses années passées à faire ses preuves. Le jeune homme timide et hésitant qu'elle avait épousé s'était transformé en quelqu'un qui avait clairement sa place dans des endroits comme celui-ci. Mais c'était Léo qui lui coupait le souffle. Son fils, parce qu'il était toujours son fils, n'est-ce pas? Il se déplaçait parmi les adultes avec une aisance remarquable. Quand quelqu'un lui adressait la parole, il répondait avec une intelligence réfléchie qui faisait sourire les adultes et leur faisait hocher la tête en signe d'approbation. Il avait les yeux chaleureux de Julien, mais il y avait autre chose, une étincelle de détermination que Claire reconnaissait de son enfance. « C'est Mercier Construction », entendit-elle quelqu'un dire à proximité. Il est parti de rien après que sa femme l'a quitté. Il en a fait l'une des entreprises les plus fiables de la ville. Cet homme est une légende. Il a élevé ce garçon tout seul, tout en bâtissant un empire. Sa femme l'a quitté. Ces mots frappèrent Claire comme un coup physique dans le monde qu'elle observait. Elle n'était pas une femme d'affaires pionnière qui avait fait des choix difficiles. Elle était simplement la femme qui avait abandonné sa famille, la méchante dans leur histoire, à succès. Une femme élégante s'approcha de Julien et Léo, et Claire vit le visage de son fils s'illuminer d'une affection sincère. La femme ébouriffa les cheveux de Léo avec une aisance familière, et l'expression de Julien s'adoucit quelque peu. Claire se souvenait de leurs débuts ensemble. Ils avaient l'air d'une famille heureuse et complète, qui avait comblé le vide
qu'elle avait laissé derrière elle. Claire finit son verre d'un trait et réalisa qu'elle pleurait dans la salle de bal du Palmer House Hilton, entourée des personnes les plus puissantes de Lyon. En regardant la vie, elle avait renoncé à s'épanouir sans elle. Pour la première fois en 16 ans, Claire Laurent se sentait exactement comme elle était, une étrangère, observant un monde auquel elle n'appartenait plus. Le pire, c'est que ils avaient l'air plus heureux qu'elle ne l'avait jamais été. Julien l'aperçut avant qu'elle ne le voie, même après 8 ans, même dans une foule de 300 personnes. Claire Laurent attirait l'attention d'une manière qui lui nouait l'estomac et ravivait de vieilles blessures qu'il croyait guéries. Il se tourna légèrement, espérant protéger Léo de la tempête qui allait éclater, mais il était trop tard. Claire se frayait un chemin à travers la foule, comme un requin dans l'eau, ses talons de créateur cliquetant sur le sol en marbre, avec une précision militaire. Julien, sa voix était exactement la même si tout le reste avait changé. Ce n'était plus la jeune femme de 27 ans qui avait laissé un mot sur la table de la cuisine. C'était une femme qui dirigeait des salles de réunion et imposait le respect. Des dirigeants mondiaux. Claire, dit-il d'une voix plate et sans émotion. À côté de lui, Léo leva les yeux avec curiosité vers la belle inconnue qui avait fait pâlir son père. « Il faut qu'on parle », dit-elle, et Julien remarqua que ses mains tremblaient, malgré son apparence calme. « Papa, qui est-ce que ?» demanda Léo, avec la franchise innocente de l'enfance. Julien serra les mâchoires. « Sarah », appela-t-il à l'élégant femme, qui discutait avec des investisseurs à proximité. « Pourriez-vous montrer à Léo la table des desserts ?» Sarah Dupont, le docteur Sarah Dupont, l'oncologue pédiatrique qui avait aidé à sauver la vie de Léo et qui était progressivement devenu bien plus que cela, jeta un coup d'œil à la situation et comprit immédiatement. « Viens, mon chéri, » dit-elle à Léo en lui tendant la main. « Allons chercher du gâteau au chocolat. » Claire observa cet échange avec une prise de conscience grandissante. Cette femme n'était pas juste une amie ou une collègue. La façon dont elle touchait l'épaule de Léo, la façon dont Julien se détendait légèrement lorsqu'elle prenait les choses en main. C'était une famille, la famille qui l'avait remplacée. 20 minutes plus tard, ils étaient assis dans un silence gênant, à une table dans un coin du bar de l'hôtel. 2 tasses de café refroidissaient entre eux. Claire avait passé 8 ans à se préparer pour les négociations d'entreprise, mais rien ne l'avait préparée au poids du regard de Julien. « Je sais ce que tu penses », commença Claire, d'une voix qui n'avait pas son assurance habituelle dans les salles de réunion. « Mais j'ai mûri, Julien. J'ai appris des choses sur moi-même, sur ce qui compte vraiment. Arrête !» La voix de Julien transperça ses mots comme de l'acier. « Arrête, c'est tout. » Claire se tut, surprise par l'autorité tranquille de son ton. Ce n'était pas le Julien dont elle se souvenait, celui qui la laissait prendre toutes les décisions, qui s'en remettait à ses ambitions et à ses rêves. « Tu ne peux pas revenir maintenant, » Julien continua-t-il, d'une voix basse mais ferme. « Tu ne peux pas débarquer ici dans ton costume hors de prix et me parler de maturité et de ce qui compte. Où étais-tu quand Léo était en train de mourir à l'hôpital? Où étais-tu quand je faisais 3 boulots pour le maintenir en vie, mourant ?» Le visage de Claire devint livide. « De quoi tu parles? Bien sûr que tu ne sais pas. » Julien rit amèrement. « Pourquoi le saurais-tu? Tu as clairement indiqué dans ta lettre que tu ne voulais pas qu'on te retrouve. » Le silence s'étendit entre eux comme un gouffre. Autour d'eux, le bar de l'hôtel continuait son rythme élégant de soirée, mais à leur table, 8 années de douleur et d'abandon étaient assises comme un invité indésirable. « Je ne veux pas de ton argent, Claire. Je ne veux pas de tes explications ni de ta culpabilité. Léo et moi avons construit une vie sans toi, une belle vie, et je ne te laisserai pas la détruire parce que tu as soudainement décidé
que tu étais prête à jouer les mères. Claire ouvrit la bouche pour répondre, mais Julien était déjà debout. « Reste loin de nous », dit-il calmement. « S'il te plaît, reste loin de nous. » Claire engagea un détective privé dans les 24 heures qui suivirent sa confrontation avec Julien. Thomas Chen était le meilleur de Lyon, discret et minutieux, le genre d'homme capable de découvrir des secrets que les entreprises payaient des millions pour cacher. « Je dois tout savoir », lui dit Claire, dans son bureau temporaire du centre-ville. Tout ce qui leur était arrivé après son départ. Le dossier arriva 3 jours plus tard, épais, rempli de documents, de dossiers médicaux et de photos qui entraient Claire pour le reste de sa vie. Une anémie plastique. Les mots sautèrent de la page comme des fantômes. Tout ce qui leur est arrivé après mon départ. Le dossier arriva 3 jours plus tard, épais, rempli de documents, de dossiers médicaux et de photos qui entraient Claire pour le reste de sa vie. Une anémie plastique. Les mots sautaient de la page comme une accusation. Léo avait failli mourir à l'âge de 18 mois, nécessitant 2 ans de traitement intensif qui avaient coûté des centaines de milliers de dollars. La main de Claire tremblait, tandis qu'elle lisait le dossier médical. Admissions en urgence, transfusions sanguines, traitements expérimentaux qui avaient sauvé la vie de son fils pendant qu'elle bâtissait son empire à Paris. Les photos étaient pires que le dossier médical. Des images de surveillance montrèrent Julien dans divers emplois, couvert de boue et épuisé sur des chantiers de construction, affalé sur un bureau de sécurité à 3 heures du matin, en train de charger du matériel d'aménagement paysager le week-end. Une image le montrait endormi dans son camion pendant sa pause déjeuner. Son visage était émacié par le stress et la malnutrition, mais les photos de l'hôpital l'ont complètement anéanti. Julien tenant dans ses bras Léo, chauve et pâle, pendant ses séances de chimiothérapie. Julien dormant dans des fauteuils d'hôpital inconfortables, nuit après nuit. Julien comptant ses pilules et vérifiant son téléphone de manière obsessionnelle, non pas pour les réseaux sociaux ou le divertissement, mais pour les nouvelles médicales et ses horaires de travail. Monsieur Mercier travaillait en moyenne 87 heures par semaine pendant 14 mois consécutifs. Le rapport de Chen indiquait qu'il avait perdu 24 livres, développé des ulcères dus au stress et avait été hospitalisé 1 fois pour épuisement. Les voisins disent qu'il ne s'est jamais plaint, n'a jamais demandé d'aide et n'a jamais manqué un seul rendez-vous médical pour son fils. Claire a regardé les documents financiers. Julien avait tout vendu, son camion, leurs meubles, même la montre de son père, qu'il chérissait tant. Il avait contracté des emprunts sur ses revenus futurs, accepté des boulots qui le tuaient à petit feu, tout ça pour garder Léo en vie. Pendant ce temps, elle concluait des contrats d'1 million de dollars et se plaignait du stress de la vie en entreprise. La sonnette de sa suite d'hôtel retentit à 20 heures. Julien se tenait dans le couloir, le visage impassible. « Je sais que tu as engagé quelqu'un pour enquêter sur nous, » dit-il sans préambule. « Reste en dehors de nos vies, Claire. Julien, je t'en supplie, reste en dehors de nos vies, Claire. Julien, s'il te plaît. » Je ne savais pas pour l'assurance médicale. Bien sûr que non. Sa voix était d'un calme glacial. Tu étais trop occupé à bâtir ton empire pour te demander si l'enfant que tu avais abandonné avait besoin de toi. Claire chercha son chéquier, prête à tout pour arranger les choses. N'importe quoi. Laisse-moi t'aider. Les frais médicaux, on ne veut pas de ton argent. Les mots de Julien la transperçaient comme du verre. On ne veut pas de ta culpabilité, de ton argent ou de ta charité. Léo et moi avons survécu sans toi. On a construit quelque chose de vrai sans toi. Et on n'a certainement pas besoin de toi maintenant. Mais je suis sa mère. Non, dit Julien fermement. Sarah est sa mère. Elle était là pour chaque cauchemar,
chaque visite chez le médecin, chaque étape importante que tu as manquée. Tu n'es que la femme qui l'a mise au monde et qui s'est enfuie. » Alors que Julien s'éloignait, Claire s'effondra sur une chaise de sa chambre d'hôtel, entourée des preuves de son abandon. Pendant 16 ans, elle s'était convaincue qu'elle avait fait un choix difficile mais nécessaire. Maintenant, elle connaissait la vérité. Elle avait condamné sa famille à l'enfer pendant qu'elle se construisait un paradis pour elle seule. Et le pire, c'est qu'ils avaient non seulement survécu sans elle, mais qu'ils étaient devenus meilleurs qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. Claire Laurent a choqué le monde des affaires lorsqu'elle a annoncé qu'elle démissionnait de son poste de PDG de Laurent Consultancy International et qu'elle déménageait définitivement à Lyon. Le Wall Street Journal a qualifié cette décision de suicide d'entreprise. Forbes s'est demandé si elle avait fait une dépression nerveuse. Son conseil d'administration a menacé de poursuites judiciaires. Elle s'en fichait. Claire a loué un petit appart dans le parc Monceau, pas le penthouse qu'elle pouvait se permettre, mais un simple 2 pièces à 5 km de l'école de Léo. Elle a vendu la plupart de ses actions dans l'entreprise, en gardant juste assez pour mener une vie confortable, mais pas ostentatoire. Pour la première fois en 16 ans, l'argent n'était pas sa principale motivation. Les premiers mois ont été super durs. Claire passait devant l'école de Léo à l'heure de la sortie, regardant depuis sa voiture son fils sortir avec ses amis en riant. Pour la première fois en 16 ans, l'argent n'était plus sa principale motivation. Les premiers mois ont été très durs. Claire passait devant l'école de Léo à la sortie et le regardait depuis sa voiture sortir avec ses potes, rigolant et insouciant. Elle allait à tous les événements publics où elle pouvait l'apercevoir. Elle regardait les pièces de théâtre depuis le fond de la salle, les matchs de foot junior depuis les gradins lointains. Elle ne s'est jamais approchée, n'a jamais essayé de lui parler. Elle a simplement appris qui son fils était en train de devenir. Léo était incroyable. À 8 ans, il montrait une intelligence émotionnelle qui venait d'avoir traversé de vraies épreuves. Il protégeait les plus jeunes, était patient avec les adultes et se comportait avec une confiance tranquille qui rappelait à Claire les meilleurs moments de Julien. Elle a commencé à faire du bénévolat à l'hôpital pour enfants, où Léo avait été soigné, travaillant avec des familles qui vivaient le même cauchemar que Julien avait enduré seul. Claire, avec douleur, à Julien et à ses meilleurs moments. Elle a commencé à faire du bénévolat à l'hôpital pour enfants, où Léo avait été soigné, travaillant avec des familles confrontées au même cauchemar que Julien avait enduré seul. Claire Laurent, qui avait autrefois dirigé des fusions d'entreprises valant des milliards de dollars, passait désormais ses journées à lire à des enfants malades et à réconforter des parents désespérés dans les salles d'attente. « Pourquoi es-tu vraiment ici ?» demanda un après-midi le docteur Sarah Dupont. Sarah avait repéré Claire pendant sa 3e semaine de bénévolat et la conversation était inévitable. « Parce que j'ai besoin de comprendre ce que je leur fais subir, » répondit Claire honnêtement, « et parce que ces enfants méritent mieux que ce que j'ai donné à mon propre fils. » Sarah l'observa attentivement. Ce n'était pas la femme d'affaires impitoyable à laquelle elle s'attendait. Cette femme avait l'air fatiguée, humble, véritablement brisée par le poids de ses choix. « Léo était heureux, » dit Sarah doucement. Sarah l'observa attentivement. Ce n'était pas la femme d'affaires impitoyable à laquelle elle s'attendait. Cette femme avait l'air fatiguée, humble, véritablement brisée par le poids de ses choix. « Léo est heureux, » dit Sarah doucement. « Julien lui a offert une belle vie. Ne détruisez pas cela avec votre culpabilité ou vos grands gestes. »« Je ne le ferai pas, » promit Claire. « Je ne suis pas là pour te prendre quoi que ce soit.
ou pour leur prendre quoi que ce soit. Je suis là pour apprendre à être digne d'être sa mère, même si cela signifie être sa mère à distance. Lentement, presque imperceptiblement, Julien commença à remarquer la présence de Claire dans leur communauté. Elle était toujours respectueuse, toujours distante, ne s'approchant jamais directement de Léo. Mais elle était là à la collecte de fonds de l'école, aidant à l'installation à l'hôpital, lisant des histoires aux enfants, dans le service de cancérologie, aux événements communautaires, contribuant discrètement, sans chercher à être reconnue. 6 mois passèrent, puis 1 an. La constance de Claire commença à parler plus fort que ses échecs passés. Elle envoyait des cartes d'anniversaire qui arrivaient toujours à temps, jamais trop chères, toujours attentionnées. Elle faisait des dons à des causes qui tenaient à cœur, à Léo, au refuge pour animaux, où il était bénévole, au centre pour jeunes, où il jouait au basket. Elle est différente, admit Sarah, à Julien un soir après avoir vu Claire quitter l'hôpital où elle était bénévole depuis plus d'1 an. Je m'attendais à ce qu'elle s'ennuie et parte, mais elle est constante. Julien grogna sans s'engager, mais la persévérance de Claire finissait par avoir raison de ses défenses. Ce n'était pas la femme égoïste qui les avait abandonnés. Cette personne venait tous les jours, ne demandait rien et semblait sincèrement déterminée à devenir quelqu'un qui méritait leur respect. Le tournant a eu lieu lors de la fête d'anniversaire des 9 ans de Léo. Claire n'était pas là. Elle n'aurait jamais osé, mais elle a envoyé une carte avec un message simple. « Joyeux anniversaire, Léo. Ton père t'a donné tout ce que je ne pouvais pas te donner. J'espère qu'un jour, je pourrai mériter le droit de savoir qui tu deviens. Joyeux anniversaire, Léo. Ton père t'a donné tout ce que je n'ai pas pu te donner. J'espère qu'un jour, je gagnerai le droit de connaître la personne extraordinaire que tu es en train de devenir. » Julien se retrouva à fixer la carte longtemps après que Léo soit allé se coucher. Pour la première fois en 2 ans, il se demanda si peut-être, juste peut-être, les gens pouvaient vraiment changer. Plus tard dans la nuit, il a pris une décision qui lui aurait semblé impossible quelques mois auparavant. Il a pris son téléphone et a envoyé un SMS à Claire. « Léo a un match de foot samedi à 10h au parc Monceau-Field 3. Tu peux venir regarder depuis les gradins si tu veux, mais garde tes distances. » C'était une petite ouverture, à peine une fissure dans le mur qu'il avait érigé autour de sa famille. Mais pour Claire, c'était comme le plus beau cadeau qu'elle ait jamais reçu. 2 ans s'étaient écoulés depuis ce premier match de foot où Claire était assise seule dans les gradins, regardant son fils marquer son premier but, tout en gardant soigneusement la distance que Julien lui avait demandée. Maintenant, par une fraîche matinée d'octobre, elle se tenait dans la cuisine de la maison de Julien et Sarah, aidant à préparer le petit déjeuner pour les 10 ans de Léo. Le chemin avait été long et patient pour en arriver là. Claire avait gagné sa place et ici non pas par des gestes spectaculaires ou des manœuvres d'entreprise, mais en se montrant présente, fiable et sans attente pendant 2 ans. Elle avait appris à écouter plus qu'à parler, à soutenir plutôt qu'à diriger et à aimer sans exiger d'amour en retour. « Claire, peux-tu me passer le jus d'orange ?» demanda Sarah, s'affairant dans la cuisine avec l'autorité naturelle de quelqu'un qui a créé ce foyer grâce à des années de soins et d'attention quotidien. « Bien sûr, » répondit Claire, émerveillée par le naturel avec lequel elle se sentait intégrée à ces petits moments de vie domestique. La femme qui avait autrefois dirigé des conseils d'administration trouvait désormais sa plus grande joie dans la préparation du petit déjeuner et dans le fait de se souvenir que Léo aimait ses pancakes avec beaucoup de sirop, mais sans beurre. Léo descendit les escaliers en bondissant
toujours singe en pyjama, ses cheveux bruns, ébouriffés dans tous les sens. À 10 ans, il était devenu grand et mince, avec la confiance inébranlable de Julien et une étincelle de curiosité qui rappelait à tout le monde Claire à son meilleur. « Bonjour maman », dit-il à Sarah en lui donnant une accolade rapide. « Bonjour papa », ajouta-t-il en acceptant le baiser de Julien sur le sommet de sa tête, puis il se tourna vers Claire avec un sourire qui faisait toujours battre son cœur. « Bonjour Claire ». Les sous-titres avaient évolué naturellement au cours de l'année écoulée. Sarah était maman, la femme qui était là pour lui raconter des histoires avant de se coucher, lui soigner ses genoux écorchés et sa fièvre au milieu de la nuit. Julien était resté papa, le héros qui avait sauvé la vie de Léo et construit leur monde sécurisé. Et Claire était simplement Claire, ni tout à fait une mère, ni tout à fait une étrangère, mais quelque chose d'unique et de précieux dans la vie de Léo. « Je t'ai préparé quelque chose de spécial pour ton anniversaire », dit Claire, en sortant un paquet emballé de derrière son dos. Ce n'était pas cher. Elle avait appris cette leçon depuis longtemps. Il s'agissait plutôt d'un album photo qu'elle avait soigneusement assemblé, retraçant la vie de Léo à travers des photos qu'elle avait rassemblées lors d'événements scolaires, de matchs sportifs et avec des amis de la famille. La dernière page contenait une seule photo. Léo, Julien, Sarah et Claire, lors de la pièce de théâtre de son école le mois dernier. Ils riaient tous à une blague de Léo. « On a l'air d'une famille », remarqua Léo en regardant la photo avec le sérieux qu'il accordait à tout ce qui était important. « On est une famille », dit Julien doucement. Et Claire sentit les larmes lui monter aux yeux. « Peut-être pas comme celles qu'on voit dans les livres », dit Sarah en se penchant vers Claire pour lui serrer doucement la main. « Certaines familles naissent, dit-elle. D'autres se construisent par des gens qui choisissent de s'aimer malgré tout. » Plus tard dans l'après-midi, alors qu'il rangeait après la fête d'anniversaire de Léo dans le jardin, Claire se retrouva seule avec Julien pour la première fois depuis des mois. Il travaillait dans un silence confortable, empilant les chaises et ramassant les assiettes en carton. « Merci », dit enfin Claire. « Pourquoi ? Pour m'avoir laissé réessayer, pour m'avoir donné la chance de faire partie de sa vie, même si ce n'est pas comme je l'avais imaginé au départ. » Julien s'arrêta de nettoyer et réfléchit à ses paroles. « Tu l'as mérité », dit-il simplement. Pas avec des mots, de l'argent ou de grands gestes. Tu l'as mérité en étant présente jour après jour et en prouvant que tu avais changé. Alors que le soleil se couchait sur Lyon, Claire Laurent, ancienne PDG d'entreprise, ancienne fuyeuse de sa famille, ancienne femme qui pensait que le succès consistait à grimper les échelons et à partir, était assise sur une véranda avec la famille qu'elle avait perdue et retrouvée. Léo montrait à Sarah un tour de magie qu'il avait appris. Pendant que Julien faisait cuire des hamburgers pour le dîner, elle n'était pas la mère de Léo, au sens traditionnel du terme. Cet honneur revenait à Sarah, qu'il avait mérité par ses années de présence et d'amour. Mais elle était quelque chose d'aussi important. La femme qui avait appris que la rédemption ne consistait pas à récupérer ce qu'on avait perdu, mais à devenir digne de ce qu'on avait reçu. Claire Laurent était à sa place pour la première fois de sa vie, et cela lui suffisait. C'était plus que suffisant, c'était tout. Merci d'avoir suivi le parcours de Claire, Julien et Léo, fait de pertes, de survie et de rédemption. Pensez-vous que Claire méritait une seconde chance? Partagez votre avis dans les commentaires. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Découvrez les vidéos à l'écran.